propos portera sur la notion de compétence. Vous savez bien pourquoi. Elle est très présente aujourd'hui, évidemment, dans le socle des connaissances, compétences et culture. Elle traverse également très largement les nouveaux programmes. Par conséquent, c'est intéressant de s'en occuper. J'aurai un exposé en 3 parties. Une première partie extrêmement courte. Qu'est-ce qu'une compétence? Extrêmement courte parce que je prends pour acquis que vous le savez déjà, pour l'essentiel. Une deuxième partie un peu plus longue parce qu'elle porte sur un problème difficile. Comment devenir compétent? Et comment, du point de vue de l'enseignant, faire acquérir des compétences par les élèves? Et là, vous allez voir que je n'apporte pas de solution parce que la question reste très problématique. Et puis enfin, une troisième partie qui évoquera les difficultés rencontrées par des élèves dans des matières qui ne sont pas l'EPS, qui ne sont pas la vôtre, mais qui sont, je crois, significatives et intéressantes, difficultés éprouvées lorsque les élèves ont à accomplir, ont à mettre en œuvre des compétences. Voilà. Voilà les 3 parties. Alors, je commence tout de suite avec... comment est-ce que ça marche pour changer? Il faut le faire à la main? Là, comme ça. Vous D'accord, ok, c'est bien. Voilà, alors, donc premier point, qu'est-ce qu'une compétence? Et le mieux étant de partir de formulations de compétences. Voilà. J'espère que tout le monde peut voir, même de loin. Oui, ça va à peu près? Voilà 8 énoncés que je suis allé prendre, pour les uns dans le socle, pour les autres dans les programmes. Vous remarquerez qu'il y a une allusion au programme d'EPS, et puis les autres sont pris dans différentes matières, reconnaissables. Alors, première remarque là-dessus. Voilà des formulations qui sont extrêmement diverses et qui renvoient à des aptitudes ou dispositions extrêmement différentes. Les unes très larges, les autres très étroites. C'est ce que les commissions de constitution des programmes et les rédacteurs du socle ont voulu. Donc d'une certaine manière, ça correspond à un projet éducatif. Et on peut le considérer comme légitime. Le problème pour nous, enseignants, formateurs d'enseignants, etc., c'est de se dire comment peut-on les faire acquérir? Et il est manifeste, et j'imagine que déjà un certain nombre d'entre vous y ont pensé rien qu'en lisant cette liste, le problème c'est comment les faire acquérir par les élèves, et on voit bien qu'il y en a parmi elles qui sont relativement faciles à faire acquérir par les élèves, et d'autres au contraire beaucoup plus difficiles. Et c'est sur cette base-là que je vais tout de suite faire des distinctions. D'abord, il y a au moins 2 de ces 8 formulations qui ne correspondent pas vraiment à des compétences dans la mesure où elles renvoient non pas à des actions, mais à des connaissances à appréhender ou à mémoriser. Alors, j'imagine que vous les reconnaissez facilement. Décrire l'organisation de la matière dans l'univers, la 7, ce n'est pas une compétence. C'est plutôt de l'ordre de la connaissance.
connaître les effets d'une pratique physique régulière sur son état de bien-être et de santé, s'engage peut-être des actions, on peut discuter, mais globalement, ce n'est pas une compétence. En tout cas, pas uniquement une compétence. Je dirais même que c'est marginalement une compétence. Et il faut être vigilant à ça. Dans les programmes, sous le nom de compétences, on trouve parfois des éléments qui n'en sont pas. Et puis si on regarde les autres, on voit qu'il y a des formulations qui renvoient à des actions, bien sûr, mais ces actions peuvent être acquises par répétition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté majeure à les acquérir. On connaît l'instrument didactique pour les faire acquérir, c'est l'exercice répétitif. Et on n'a rien trouvé de mieux depuis des années. C'est le cas très notablement du premier. Effectuer des calculs numériques impliquant des puissances, eh bien, effectivement, si on entraîne les élèves aux règles de fonctionnement des additions, soustractions, multiplications qu'on opère sur les puissances, et si on les exerce à cela, eh bien, il y a un moment, ils savent le faire. Il me semble que j'en avais mis un autre pour lequel c'était le cas aussi. Ah oui, tenez, une question que je voulais vous poser, mais vous ne répondrez pas tout de suite. Vous répondrez tout à l'heure au moment de la phase des questions. Est-ce que la troisième formule, savoir différencier, courir vite et courir longtemps, lancer loin et lancer précis, sauter haut et sauter loin, cycle 2, qui me paraît en effet tout à fait essentiel, est-ce que ça présente des difficultés majeures ou bien là encore, est-ce que l'exercice répétitif de cette distinction ne conduit pas les élèves à la conscience des deux opérations dichotomiques qui sont installées ici. Voilà. Mais, en revanche, à l'autre extrême, vous avez d'autres formulations, distinguer ce qui relève d'une croyance ou d'une opinion et ce qui constitue un savoir ou un fait scientifique, ben là c'est notablement plus compliqué. Et on ne voit pas que les exercices répétitifs permettront d'y arriver. S'exprimer à l'écrit pour raconter, pour décrire, pour expliquer ou pour argumenter, et cela de façon claire et organisée, la numéro 5, eh bien on voit bien que là aussi, l'exercice répétitif ne suffit pas. Pourquoi dans ces cas-là, ça ne suffit pas? Parce que l'opération impliquée ne se réduit pas à un algorithme. Quand il s'agit d'apprendre la technique de la multiplication au cycle 2, quand il s'agit d'apprendre les manières d'opérer des calculs sur des puissances, quand il s'agit d'apprendre l'accord du verbe avec le sujet, l'accord de l'adjectif avec le nom, là on a des algorithmes. C'est-à-dire, quels que soient les nombres sur lesquels j'opère, ou bien quels que soient les mots, les noms, ou les verbes, etc., sur lesquels j'opère, les règles restent identiques. Tandis que, lorsqu'il s'agit d'écrire un texte, de rédiger un texte, eh bien, le contexte de cette opération, le destinataire, le type de message, sont à chaque fois nouveaux et singuliers. Et par conséquent, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, actuellement, parmi les chercheurs qui s'occupent de la notion de compétence, il y a un consensus à peu près total
ce qui est très rare parmi les chercheurs. Hein. En général, c'est des gens qui se disputent entre eux. Hein. Mais là, au moins, ils sont d'accord sur un point, c'est qu'on appelle compétence une disposition à une opération qui est toujours un petit peu nouvelle, qui à chaque fois a des caractères singuliers, a des caractères inédits. Et en revanche, on trouvera un autre mot pour désigner une opération qui est réductible à un algorithme, c'est-à-dire quel que soit l'objet sur lequel elle porte, ça sera la même méthode, toujours les mêmes règles, et par conséquent, c'est possible d'entraîner les élèves par exercitation répétitive. En revanche, quand il s'agit de vraies compétences, c'est-à-dire s'affronter à des situations toujours un petit peu nouvelles, même si elles ont des choses en commun, là, c'est beaucoup plus compliqué. D'où cette distinction entre des connaissances qui sont évidemment pas des compétences, des connaissances, j'ajoute, on peut les appeler informations, je répugne un peu à les appeler des savoirs, je réserverai ce terme de savoir à autre chose, dont je parlerai dans un petit moment. D'autre part, il y a des activités automatisables et la disposition à accomplir ces activités automatisables, on peut les appeler des savoir-faire. Dans mon groupe de recherche, nous avons choisi de les appeler des procédures, parce qu'elles renvoient à ce que les psychologues appellent connaissance procédurale. Mais j'ai vu que dans le socle, les rédacteurs du socle les appellent capacités. Se méfier du mot capacité, parce qu'il y a des contextes où il veut dire des choses complètement différentes. Mais enfin, dans le socle, manifestement, ils ont appelé capacité ces dispositions à des activités automatisables, des activités réglées par des règles uniformes. Et puis enfin, il y a des activités non automatisables, parce qu'elles ont des caractères à chaque fois singuliers, même quand elles ont des éléments communs, et ce sont ces dernières qui sont concernées par les compétences. Une compétence, c'est une disposition à ces activités non automatisables. Et cela correspond à la définition de la compétence qu'on trouve dans le socle. Hein. Une compétence, c'est l'aptitude à mobiliser des ressources, connaissance, capacité, attitude, pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite. Complexe et inédite sont au pluriel, donc concernent aussi bien tâche que situation. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la différence entre une tâche et une situation? Une tâche, c'est ce qu'on donne à faire explicitement à un élève. Une situation, c'est simplement une circonstance qu'il rencontre dans laquelle c'est à lui à inventer la nature de ce qu'il y a à faire. Mais une tâche est un certain type de situation, d'une certaine manière. Et alors on voit bien dans cette définition qu'il y a une distinction entre la compétence et puis les connaissances et les capacités. Pour avoir la compétence, il faut certainement avoir des connaissances, avoir automatisé un certain nombre d'actions, mais ça ne suffit pas. Il y a également la question des attitudes, que je mets entre parenthèses pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Si par hasard j'y reviens pas, vous me rappellerez à l'ordre d'une manière combinatoire. Bon, mais voilà, rien d'autre à dire sur la notion de compétence. Maintenant, on va s'attaquer à la vraie question, la question qui importe, enfin qui nous importe à nous. Ça n'importe pas du tout aux rédacteurs des programmes ou des socles. Ça, ces gens-là, même quand ils ont été enseignants à un certain moment,
ils ont un peu oublié les difficultés. Hein. Mais nous, c'est quand même une autre question. Hein. Alors, déjà, on peut tirer des choses de la... On peut tirer un certain nombre de choses de la définition. Hein. Pour qu'une personne soit compétente, d'une part, elle doit posséder des ressources. Alors ces ressources, on a vu dans la définition que c'était des connaissances, des capacités, des attitudes. Alors moi je reprends ça, connaissances, que j'appelle aussi information, des capacités, mais moi je préfère utiliser le mot savoir-faire ou le mot procédure. En tout cas, ça renvoie à des actions automatisables. Et puis les attitudes, je les laisse de côté pour le moment. Mais, attention, ça ne suffit pas les ressources. Là-dessus, lorsque, avec ma petite équipe à Bruxelles, on a commencé à travailler sur les compétences en 1999, on a fait une vaste enquête qui faisait apparaître d'une manière, je dirais, spectaculaire, que des élèves qui possèdent toutes les ressources pour accomplir une tâche complexe et nouvelle ne sont pas pour autant capables toujours de l'accomplir. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. La maîtrise des ressources ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Pour la raison qu'on a dite, parce que quand on parle de compétences, on parle de situations ou de tâches qui ont des éléments toujours nouveaux. Et c'est pour ça que j'ai écrit ici, la personne doit posséder des ressources et elle doit être capable de mobiliser parmi ces ressources celles qui conviennent à une situation qui est toujours un petit peu nouvelle et qui en général est complexe. Alors, petite parenthèse sur le mot complexe. Complexe, ça ne veut pas dire nécessairement compliqué, difficile. Complexe, ça veut dire une tâche qui implique la mobilisation de plusieurs ressources. Ce qui définit conceptuellement le mot complexe, c'est la pluralité des ressources à mobiliser. Autrement dit, qui dit compétence, dit affrontement à des tâches ou des situations toujours inédites et complexes. Inédites parce qu'elles ont des caractères singuliers, complexes parce qu'il faut recourir à plusieurs ressources, au moins deux. Voilà. Bon, alors, voilà le cahier des charges. Voilà le cahier des charges pour savoir comment on va faire acquérir des compétences par les élèves. Mais là, on ne sait encore rien sur la manière de s'y prendre. Hein. Bon, j'avance. Il s'agit que l'élève, face à une tâche nouvelle et complexe, fasse appel à ses ressources. Donc, il sélectionne parmi ses ressources. Mais pour sélectionner parmi ses ressources, il faut qu'il comprenne la tâche ou la situation. Et pour cela, il faut qu'il l'interprète. Et interpréter, ça c'est le petit élément minuscule que mon équipe peut avoir la fierté d'avoir trouvé, c'est interpréter une situation, comprendre une situation nouvelle ou une tâche nouvelle. C'est quoi? C'est, dans la tâche ou la situation, sélectionner les éléments importants et négliger les autres. Donc vous voyez, on est en face d'une double sélection. Pour sélectionner parmi ces ressources celles qu'il faut faire intervenir dans la tâche ou la situation présente, il faut pratiquer préalablement une sélection
dans les caractéristiques de cette tâche ou de cette situation, sélection entre les éléments qui comptent et les éléments qu'on laisse de côté. Pour illustrer ça, pour le faire comprendre, je prends un exemple d'un petit exercice. Pour voir les choses un petit peu clairement, il faut revenir à des choses qui sont élémentaires. Alors j'ai pris un petit exercice qui a été donné en CE1 après une séquence consacrée à la soustraction. Hein, donc voilà, petit exercice. Victor possède 7 €, il veut s'acheter un jouet qui coûte 12 €. Combien doit-il demander à ses parents? Pour nous, ce n'est plus l'exercice d'une compétence, c'est une procédure. On a la réponse immédiate. Pour un enfant de CE1 qui vient d'étudier la soustraction, c'est l'exercice d'une compétence parce qu'il a appris peu de choses. En mathématiques, généralement, à ce moment-là, il sait additionner des nombres. L'addition sans retenue, il commence à apercevoir la soustraction et généralement il a appris aussi la comparaison de nombres de taille raisonnable, de nombres de chiffres. Il a donc, voilà, c'est ça ses ressources. Il est face à ça et inévitablement face à ça il va se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut ajouter? Est-ce qu'il faut soustraire? Comme disent les enfants, moi, que je rencontre en Belgique, est-ce qu'il faut faire plus ou est-ce qu'il faut faire moins? C'est comme ça qu'ils formulent. Bon. Et alors, parfois, ils répondent d'une manière comme à une devinette. Peu, bon. Pour répondre à cette question, l'élève, il doit d'abord se représenter la tâche. Et dans cette petite histoire, il y a des éléments qu'il doit négliger et il y a des éléments qu'il doit prendre en compte. Le fait que ça soit un enfant, manifestement, il est question d'un enfant, qu'il veuille s'acheter un jouet, qu'ils doivent pour ça demander à ses parents, ça c'est des éléments non pertinents. Quels sont en revanche les éléments importants? 7, 12 et la distance numérique entre 7 et 12. C'est ça les éléments importants. Tant que l'élève n'a pas pratiqué cette interprétation de la tâche, autrement dit cette sélection, il ne peut pas démarrer. Il n'a pas la compétence. Donc, la mobilisation à bon escient des ressources impliquées dans la compétence, elle s'opère de quelle manière concrètement? Sous la forme d'une sélection d'éléments pertinents. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un élément est pertinent et qu'un autre élément n'est pas pertinent? Parce que c'est ça. Si on veut aider les élèves à acquérir des compétences, il faut qu'on les rende capables de mobiliser à bon escient leurs ressources face à une tâche nouvelle et complexe. Et pour cela, il faut leur apprendre à sélectionner dans les tâches nouvelles et complexes les éléments importants et les éléments non importants. En fonction de quoi? Selon quels critères? Ça, c'est extrêmement difficile. Ça varie d'une tâche à l'autre. Mais il y a quand même quelques éléments qu'on peut leur indiquer, pas dans les termes où je vais le faire. Les termes dans lesquels je vais le faire, c'est des termes entre adultes, entre praticiens. Mais en fait, pour analyser en milieu scolaire, pour acquérir une compétence dans le champ scolaire, il faut analyser les tâches ou les situations au moyen des savoirs scolaires.
Autrement dit, face à la petite histoire de Victor et de l'achat de son jouet, il faut que l'élève ait le réflexe de se dire « c'est avec le savoir mathématique que je dois lire cette histoire ». Et du coup, si je lis avec le savoir mathématique cette histoire, j'oublie Victor, le jouet, l'appel aux parents, etc. et je me concentre sur la différence entre 7 et 12. C'est le minimum. Lire les situations au moyen de savoir. Si on demande à des élèves de collège, autre exemple, d'écrire un texte argumentatif pour expliquer développement durable, les attitudes précautionneuses qu'on doit avoir avec l'usage de l'eau, bien limité qu'il ne faut pas dispenser n'importe comment. Bien sûr, il y a l'histoire de l'eau, mais il y a aussi autre chose. Des savoirs relevant du français. Quel est le type de texte qu'on me demande d'écrire? Un texte argumentatif. Comment ça fonctionne, un texte argumentatif? Donc il faut faire appel à ce savoir développé en français pour éclairer la situation nouvelle et complexe. Et là, vous voyez, je ne parle plus de connaissances de connaissances en tant qu'information, je parle de savoir. Savoir. Savoir, et du coup, je fais cette distinction entre savoir informatif et savoir explicatif. Savoir informatif, qu'on peut appeler également connaissance, qu'on peut appeler également information, ça se présente sous la forme d'un énoncé et c'est à mémoriser. En revanche, un savoir explicatif ne se présente pas la plupart du temps comme un énoncé unique, mais comme un ensemble d'énoncés reliés par des marqueurs logiques, et c'est à comprendre. Eh bien, pour interpréter les situations ou les tâches dans l'optique d'avoir une compétence, il faut les interpréter avec des savoirs qui ne sont pas des petites connaissances ponctuelles, des énoncés comme ça informatifs, mais avec des savoirs explicatifs. Petite remarque supplémentaire là. Un savoir explicatif, c'est généralement la réunion de savoirs informatifs, mais liés entre eux par une logique. Si je dis par exemple, Rome est la capitale de l'Italie, c'est une information ponctuelle. Mais si je fais un travail d'historien et que je me demande comment ça se fait qu'au XIXe siècle, c'est finalement Rome qui a été choisie comme la capitale de l'Italie au moment où toute une série de petites principautés, royaumes se sont réunis pour constituer l'État italien, et que, effectivement, au XIXe siècle, ça a donné lieu à des conflits considérables de savoir quelle ville on choisirait pour être la capitale du nouvel État, ben là, je fais autre chose, j'éclaire par un régime de cause, par une recherche de cause, par une compréhension, le fait que ça soit Rome la capitale de l'Italie. Rome, capitale de l'Italie tout seul, c'est une information. La seule chose que je puisse faire, c'est mémoriser. À partir du moment où je suis dans l'étude des causes ou bien dans l'étude des conséquences, à partir du moment où je resitue ce fait dans une nécessité historique, alors je suis dans un savoir explicatif. Et c'est ce type de savoir qui va permettre d'éclairer les situations et les tâches pour rendre l'individu compétent, pour qu'il soit capable d'aller chercher les bonnes ressources pour traiter la tâche ou la situation. Il vous reste une dizaine de minutes. Attendez, là,
je suis un peu... Je vais quand même un petit peu vite. Ah. Conséquence de ce que je viens de dire. Un individu compétent, à l'école, mais peut-être pas seulement à l'école d'ailleurs, compétences professionnelles pour être inclus là. C'est quelqu'un qui interprète les situations, non pas avec ce qu'il est, mais avec ses savoirs, avec des savoirs. Non pas avec ses émotions, ses intuitions, ses croyances, non pas sur la base de son expérience personnelle, même si celle-ci peut jouer quand même un rôle, mais elle ne suffit pas, et non pas avec les catégories du sens commun, mais il doit le faire en utilisant les catégories propres à des savoirs spécialisés, et puis en se référant à des valeurs. Alors les valeurs, elles étaient déjà présentes dans la diapositive précédente, mais je ne l'ai pas commenté. Il n'y a pas que les savoirs qui interviennent, il y a également les valeurs. Qu'est-ce que c'est que des valeurs? C'est des préférables, c'est des comportements jugés préférables, c'est des éléments jugés importants. Et vous savez comme moi qu'une des caractéristiques du socle des connaissances, compétences et culture, c'est précisément de mettre en avant des valeurs. Dans les programmes tels qu'ils pouvaient exister il y a une vingtaine d'années, il y avait très peu d'insistance sur les valeurs à communiquer à nos élèves. Maintenant, c'est devenu très important et c'est pour ça qu'on voit apparaître l'éducation au développement durable, l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, etc. C'est-à-dire la volonté d'inculquer aux jeunes des comportements préférables à d'autres, de leur faire sentir que certains comportements sont plus dignes de valeur que d'autres. Alors, maintenant, très concrètement, comment est-ce qu'on peut favoriser chez les élèves ce travail d'interprétation des situations ou des tâches? D'abord, les confronter le plus souvent possible à des situations ou des tâches inédites et complexes. Deuxièmement, présenter les connaissances qu'on leur apporte ou les procédures qu'on veut leur faire acquérir, les présenter en rapport avec un usage possible dans des tâches nouvelles et complexes. C'est un petit peu, ça renvoie un petit peu à quelque chose qui est déjà très connu en sciences de l'éducation depuis, c'est la notion de situation-problème. Pour faire découvrir une nouvelle notion, ou une nouvelle procédure, ou un nouveau savoir-faire, dans la mesure du possible, faire découvrir à l'occasion d'un problème. Et puis, insister sur les savoirs explicatifs. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'EPS, mais dans beaucoup de matières, les collègues n'insistent pas suffisamment sur les savoirs explicatifs. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'évaluation, c'est plus facile d'évaluer les élèves sur des connaissances ponctuelles, des informations ou des procédures, du genre la phrase à trous pour s'assurer de la possession du règle de grammaire. Pourquoi ça? C'est plus rapide à faire avec les élèves, c'est plus rapide à corriger et ça ne donne pas lieu à contestation. C'est dommage. C'est les contraintes du métier qui imposent ça aux collègues, mais c'est dommage. Bien, alors il me reste très peu de temps, mais je voudrais quand même passer à des choses qui sont peut-être plus attrayantes
plus attrayante. Non, au contraire, c'est désastreux, bien sûr, les difficultés éprouvées par les élèves. Bon, pardonnez-moi. Mais attrayante dans mon propos, parce que je vais raconter des petites histoires. Bon. J'espère avoir le temps de raconter 3 histoires. 7 minutes, ça fait 2 minutes par histoire. Bon. Première histoire. Vous vous souvenez le petit exercice, là, Victor veut s'acheter un jouet qui coûte 12 €, il a 7 €, le malheureux, combien il va demander à ses parents? J'ai assisté, j'étais au fond de la classe en tant que chercheur, j'ai assisté à une classe en train de résoudre ce problème, et plus précisément une petite fille qui était juste à 1 mètre de moi et qui n'arrivait pas à problème. Et à un certain moment, l'institutrice étant en train de s'occuper d'autres enfants, là, j'ai essayé d'orienter la petite fille et alors je lui dis, bon ben alors tu as lu le problème, tu as compris? Elle me dit oui. Alors je lui dis, ben combien Victor doit demander à ses parents? Elle me dit, il va demander à sa maman. Bon, je dis d'accord, pas de problème. Mais je lui dis, mais combien il va demander à sa maman? Réponse de la petite fille, il va demander à sa maman. Je lui dis, oui, bon, c'est acquis entre nous, d'accord, ça va être sa maman, mais tu vois, on te demande combien? Réponse toujours imperturbable de la petite fille, il va demander à sa maman. Alors là, je commençais à être un peu inquiet. Professeur de sciences de l'éducation, ancien formateur d'enseignants, ancien enseignant, incapable de communiquer d'une manière, avec une élève. Bon. Et puis tout d'un coup, j'ai compris quand même ce qu'elle voulait me dire. Et effectivement, la suite du dialogue l'a confirmé. Elle voulait me dire que c'est la maman qui allait approuver ou non l'achat. Et dans le cas où elle approuverait, c'est elle qui allait dire combien il fallait. Elle allait dire, ah ben oui, tu veux t'acheter ça, ça coûte combien? 12 €. Bon, et tu as combien? Tu as 7 €. Ben tiens, voilà 5. Dans l'esprit de la petite fille, le problème n'était pas un problème de distance numérique entre 7 et 12, c'était un problème relationnel. Et d'un point de vue fonctionnel, pratique, dans la vie réelle, elle avait raison. Quand on a 7 ans, dans les familles, c'est souvent comme ça que ça se passe. À moins d'avoir un parent enseignant qui va trouver là l'occasion d'un apprentissage en disant « Eh bien, dis-moi combien il faut que je te donne. » Bon, mais là, bon. Bon, eh bien, vous voyez là, on voit très concrètement en quoi la lecture scolaire, l'interprétation scolairement attendue de la situation, c'est prendre les éléments mathématiques et se moquer du reste, alors que dans la vie réelle, l'interprétation courante de cette situation, elle est tout autre. Comme j'ai très peu de temps, je passe vite à mon deuxième exemple. Mon deuxième exemple, j'ai besoin de vous faire lire un énoncé de problème. Alors attendez, là, il m'en manque une, c'est passé trop vite. Voilà. Petit problème donné à des élèves de CM2 ou de 6e, parce qu'en Belgique, l'enseignement primaire dure 6 ans. Hein, donc, ça a été donné à des élèves de 5e et 6e primaire, correspondant à des élèves de CM2 ou de 6e. Quoi. Bon. Je vous laisse lire, il s'agit de repeindre une salle, quoi, en gros. Hein, dont on donne les dimensions. Donc on donne les dimensions et on donne aussi... Ça va, vous avez eu le temps de lire? Bon. Voilà, vous aviez ça aussi, évidemment. Bon. On est dans le complexe. Hein. Oui, alors, ça ne repose que sur des connaissances et des savoir-faire que les élèves sont censés posséder à ce niveau de la scolarité, mais effectivement, c'est un peu complexe. Hein, c'est même pas mal complexe. Et puis, il y a une petite astuce aussi, c'est qu'il y a 2 qualités de peinture. Il faut choisir. Alors en réalité, ce qui est scolairement attendu, c'est qu'on ne choisit pas
mais qu'on calcule les deux. Bon, mais cet exercice-là, on l'a fait passer à 1500 élèves. C'était au tout début, hein, c'était en 1999 quand on a commencé à travailler sur les compétences. Et d'abord, on s'est aperçu là que des élèves qui par ailleurs montraient qu'ils possédaient toutes les connaissances et toutes les procédures pour faire ça, eh bien, sur ces élèves-là, il y en avait un nombre extrêmement important qui n'étaient pas capables de faire l'exercice. Cependant, on a eu quand même un certain nombre d'élèves qui s'engageaient dans la bonne direction. Ils calculaient les aires des murs, les aires du plafond, les aires des fenêtres et de la porte, soustrayaient l'air des fenêtres, etc., etc. Et puis ensuite faisaient un double calcul de proportionnalité directe. Hein, plus il y a de surface, plus il y a de peinture, plus il y a de peinture, plus ça coûte cher. Bon, voilà. Les élèves s'engageaient là-dedans avec plus ou moins de succès. Certains n'allaient pas très loin, certains faisaient des erreurs de calcul, certains oubliaient de soustraire la surface des fenêtres, etc., etc. Mais enfin, ils s'engageaient dans cette direction. Sauf que, on a eu près de 11% des élèves qui ont donné des réponses tout autres. Des réponses qui, sous des formulations diverses, consistaient à dire « on va d'abord aller acheter un pot de peinture, on va essayer et ensuite on verra ». Eh bien là aussi, vous voyez bien que c'est une interprétation de la situation qui n'est pas absurde, aucunement absurde. Peut-être même qu'un grand nombre d'entre nous, nous ferions cela si nous avions à repeindre une pièce chez nous. Pourquoi ? Peut-être par la paresse de prendre les mesures, mais aussi pour une autre raison beaucoup plus sérieuse. C'est que le pouvoir couvrant de la peinture véritable, on ne le saura que sur le support sur lequel on va poser. Donc il vaut peut-être mieux, plutôt que d'acheter tout de suite une quantité de peinture correspondant à ce qu'on aurait calculé, il vaut peut-être mieux essayer. Et là, on voit bien qu'il faut faire une lecture de cet exercice pour être dans la conformité aux attentes scolaires. Il faut faire une lecture, une interprétation de la situation en se servant de savoir, des catégories du savoir, en l'occurrence le savoir mathématique, et non pas une autre lecture possible, une autre interprétation possible, qu'est l'interprétation en termes pratiques, hein, pragmatiques. Voilà. Je crois que je n'ai pas le temps de vous présenter le troisième exemple. Hein. Je le présenterai à voix basse à quelques-uns que je choisis arbitrairement tout à l'heure pendant la pause. Bon, voilà. Où il sera. Vous le trouverez sur le PowerPoint de toute façon. Hein. Voilà. Il est beaucoup plus subtil. Il s'agit d'une question d'histoire de classe de seconde. Je savais que... dans la situation complexe. Eh ouais. On prendra sur la pause, vous inquiétez pas. Bon, voilà. C'est une épreuve d'histoire dans une classe de seconde, l'équivalent belge d'une classe de seconde de lycée. Et vous voyez qu'on étudie la Révolution française en Belgique quand même. Et voilà, il s'agit à partir des documents joints, je vais vous en donner la liste dans un instant, rédiger un texte expliquant quels étaient sous l'Ancien Régime le rapport entre justice et pouvoir et le rapport entre justice et stratification sociale. Et les documents qu'on donnait aux élèves, c'était une lettre de cachet. Vous savez, ce document par lequel le roi pouvait faire enfermer qui il voulait, comme ça, arbitrairement. Bon. Le fragment de cahier de doléances dans lequel les membres d'une paroisse se plaignaient du fait que les lois étaient écrites dans une langue qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. La représentation d'une scène de torture.
le fragment d'un texte de Voltaire dans lequel Voltaire se plaint de la lettre de cachet. Il trouve ça abominable, d'autant plus qu'il en avait été la victime. Ça motive. Et un texte d'historien expliquant en quoi les juges sous l'Ancien Régime étaient sous l'étroite dépendance du roi, et un texte d'un historien qui expliquait que la torture sous l'Ancien Régime était certainement utilisée, mais pas exactement comme châtiment, mais plutôt comme dans les cas où on avait des présomptions extrêmement fortes à l'égard d'un suspect et qu'on n'arrivait pas à le faire avouer. Et dans ce cas très limité. Et expliquant aussi que quand on était noble, on pouvait y échapper. Et que quand on était roturier, mais avec un certain niveau d'instruction et de fortune, on pouvait généralement trouver les contrefeux juridiques qui permettaient d'y échapper également. Alors qu'est-ce qu'on attendait dans le texte? On attendait que les élèves disent « La justice est sous le contrôle du roi », autrement dit, le pouvoir judiciaire est dépendant du pouvoir exécutif, et d'autre part que la justice n'était pas la même pour tout le monde sous l'Ancien Régime. Stratification sociale. C'est ça qu'on attendait. Or, des élèves ont remplacé ce type de réponse par un texte expliquant en quoi la torture était une chose abominable, contraire aux droits de l'homme, etc. Alors, certains ont donné la réponse attendue, mais se sont crus obligés d'ajouter un petit paragraphe sur l'abomination de la torture. Et certains autres n'ont donné que les remarques sur le caractère inacceptable de la torture. C'est-à-dire qu'ils ont répondu à côté. Ils ont répondu en fonction d'une sensibilité de notre époque, tout à fait légitime à notre époque, enfin que n'importe qui peut partager, mais qui ne correspondait pas à la question posée. C'est-à-dire, l'émotion vis-à-vis de la torture est venue se superposer à la bonne attitude qu'aurait été de se dire quel est le savoir historique qui me permet d'interpréter cette question qu'on pose, ces deux questions qu'on pose. Alors, vous voyez, là, on est dans le plus subtil, c'est moins spectaculaire que les deux autres. Mais il y a sans arrêt des petites choses comme ça. Alors, là, je vais passer. Je voudrais attirer votre attention sur ce point. Qu'est-ce que ces exemples de difficultés prouvent? Que l'interprétation scolaire des tâches et situations a des caractères particuliers. Elle n'est pas l'interprétation spontanée, elle n'est pas l'interprétation de la vie courante. Et par conséquent, cette interprétation scolairement attendue des tâches et situations, elle doit être enseignée systématiquement par les enseignants, et souvent les enseignants oublient de le faire parce que pour eux ça paraît évident. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les bons élèves, eux, ils ont compris. Ils ont l'interprétation scolaire des tâches ou des situations. Mais les autres, non. Et il y a là un clivage social qui se produit. Généralement, ça correspond à des classes sociales, avec des exceptions, mais voilà, et qui est extrêmement problématique. Je ne sais pas si ça vous parle en EPS, mais j'imagine que on rencontre des élèves en EPS qui sont orientés vers l'efficacité de leur mouvement, alors que vous, ce qui vous intéresserait, c'est qu'ils comprennent un certain nombre de choses qui sont derrière. À vous d'interpréter, je soulève ce point sans être vraiment au courant. Dernière petite chose, l'introduction. Alors,
dernière petite chose que je présente comme une conclusion, mais qui n'est pas du tout une conclusion, c'est une imposture comme conclusion, mais c'est une manière de soulever un problème qui, moi, me préoccupe. Je vois arriver dans les curriculums scolaires d'un certain nombre de pays les préoccupations en termes de valeurs, en termes de morale, hein, à travers les éducations éducation à la santé, éducation à l'environnement, éducation à la santé, éducation à la citoyenneté, etc., etc. Où on veut faire que les élèves lisent les situations, non pas seulement avec des savoirs, comme c'est la tradition scolaire, mais également des valeurs. En un sens, je comprends pourquoi difficultés sociales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui l'imposent. Mais en même temps, j'ai une petite crainte, c'est qu'on fabrique une morale d'État. Et c'est pour ça que je voudrais terminer en vous rappelant cette phrase d'un dénommé Condorcet, qui est quand même le grand inspirateur de notre système scolaire. L'idée de Condorcet, c'est qu'on ne devait pas transmettre des valeurs. On ne devait pas transmettre des comportements préférables, mais les instruments de la raison. Bon, maintenant, on a le droit de changer d'avis, hein, en fonction de contraintes sociales d'aujourd'hui, mais quand même, il faut y réfléchir. C'est là-dessus que je terminerai, et je vous remercie de votre très bienveillante attention.